Est-ce que vous connaissez ce poème? C'est un poème de Kim Chun-soo intitulé Fleur. Avant que je ne prononce son nom, il n'était qu'un simple geste. Beaucoup de gens se souviennent de ce poème comme d'un poème sur l'amour, mais en effet, c'est un poème qui réfléchit à l'appellation, à l'existence et à la relation. Lorsque nous appelons quelqu'un, nous ne faisons pas que le désigner, nous le définissons comme un certain type d'existence. Les expériences de discrimination raciale que j'ai vécues en France reviennent toutes quand j'ai réfléchi à cette même question. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais parler de quelques expériences vécues en France, non pas comme des exemples de discrimination, mais en me demandant par quel nom j'ai été appelée et quel type d'existence ces appellations m'ont fait devenir. En hiver 2018, je me trouvais seule dans la ville française de Poitiers, alors que je marchais en journée du centre-ville vers mon logement près de la gare. Un homme m'appelait par derrière en disant « Ni hao ». Au début, je l'ai simplement ignoré, mais comme je ne réagissais pas, il a commencé à me provoquer en répétant « Ching Ching Chong ». Il n'y avait presque personne dans la rue ce jour-là, et répondre calmement en français me semblait encore plus dangereux. Alors j'ai réagi instinctivement en l'insultant en coréen. À ce moment-là, il a semblé surpris et a mis la main dans sa poche, puis s'est enfui. Cette appellation ne me traitait pas comme une personne à part entière, mais comme quelqu'un qu'on pouvait menacer. En été 2018, lors d'un voyage de groupe, je marchais le soir dans les rues d'Avignon en pleine période du festival de théâtre. J'ai alors entendu derrière moi le mot chinois, accompagné des rires étouffés et de doigts pointés. Des adolescents, probablement lycéens, se moquaient d'une femme chinoise qui marchait devant nous. Ils nous incluaient dans cette moquerie simplement parce que nous étions aussi asiatiques. Cette fois-ci, je me suis retournée et je leur ai parlé en français. Je leur ai dit que nous n'étions pas chinoises et que même si nous l'étions, c'était clairement un acte raciste. Ils ne se sont pas excusés, mais se sont éclipsés en regardant autour d'eux. Ce qui m'a le plus sidéré, c'est qu'ils savaient eux-mêmes qu'ils avaient tort. Ils pensaient simplement que nous ne comprendrions pas. Cette appellation me considérait comme quelqu'un qui n'était même pas censé être un auditeur. Lors du même voyage, dans un restaurant, il est arrivé qu'un seul groupe n'ait pas reçu son plat. Plus tard, on nous a expliqué que le plat commandé n'était plus disponible. S'il n'y en avait plus, il aurait fallu expliquer la situation, proposer une alternative et surtout s'excuser. Mais il refusait obstinément de présenter des excuses. Même si j'ai fini par obtenir des excuses en insistant calmement et rationnellement, j'ai compris une chose à ce moment-là. La discrimination ne passe pas toujours par des insultes, mais aussi par une absence d'excuses, par un visage qui prétend que tout est normal. De retour à Poitiers, j'ai un jour rencontré une étudiante chinoise en me promenant dans un parc. Elle m'a abordé avec enthousiasme, pensant que j'étais chinoise. Quand je lui ai dit que ce n'était pas le cas, son air légèrement déçu est resté dans mon esprit. Je me suis dit que dans une ville où il y a peu d'asiatiques, elle avait peut-être été sincèrement heureuse de me voir. Cette appellation n'était ni de la discrimination, ni de l'hospitalité, mais plutôt d'un appel né de la solitude. C'est pour cela qu'il m'arrive encore de me demander comment elle va. De manière surprenante, ce sont souvent les petites villes, et non Paris, où j'ai reçu les regards les plus bienveillants. Lorsque je commandais en français, on me demandait pourquoi j'apprenais la langue, pourquoi j'aimais la France avec une curiosité sincère et très gentille. À Strasbourg, après avoir pris une photo pour des étudiants français, ils m'ont soudainement dit « 사랑해요, 감사합니다 » en coréen en apprenant que j'étais coréenne. Toutes ces expériences constataient m'ont empêché de résumer la France en un seul mot. Plus récemment, en 2024, je suis allée seule dans un restaurant gastronomique à Rouen. Pendant l'attente, je tricotais et la propriétaire m'a regardé avec étonnement en se demandant ce que je faisais. Pensant avoir été impolie dans un pays où la culture des repas est très importante, je me suis excusée, mais elle m'a répondu qu'elle était simplement intriguée. La conversation s'est alors naturellement tournée vers la culture culinaire, l'attente, puis vers la Corée. Un couple âgé à la table voisine nous a dit que leur fille voyagerait en Corée le mois suivant et m'a posé des questions. Ce jour-là, je n'avais pas l'impression d'être une étrangère qui devait se justifier, mais simplement une voisine avec qui l'on discute. Pour conclure, il y a une chose que je tiens à dire clairement. Je ne vis pas en France et je ne fais que partager des expériences fragmentaires issues de courts séjours. Les personnes qui y vivent me racontent d'ailleurs des histoires bien plus variées, parfois totalement différentes. Et le racisme n'est pas un problème propre à la France. Il existe aussi clairement en Corée. Ces expériences à l'étranger m'ont amené à réfléchir à deux choses. La première concerne l'image que je laisse en tant que Coréenne à l'étranger et le fait que cette appellation puisse devenir pour quelqu'un une image de la Corée. La seconde concerne la manière dont, une fois en Corée, j'appelle à mon tour les autres.
Comme dans le poème de Kim Chun-soo, appeler quelqu'un, c'est l'inviter dans son propre monde. C'est pourquoi aujourd'hui je fais plus attention à la manière dont j'appelle les autres, en espérant que ces appellations soient non pas une blessure, mais le début d'un dialogue.